Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'insoumission.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Pierre-Yves Cadalin, député insoumis, sur le plateau de l'Insoumission. Bonjour Sylvain. Merci Pierre-Yves. Aujourd'hui, Pierre-Yves, nous allons parler de la 6e République. C'est l'une des propositions majeures de la France insoumise et c'est l'une des propositions autour de laquelle se mène une campagne intensive depuis plusieurs mois, avec des meetings, des cafés constituants, une pétition de convocation à l'Assemblée constituante et bien d'autres choses sur lesquelles on va revenir ensemble. Oui. Donc on va aborder tous les sujets autour de cette campagne et de cette proposition majeure. Ma première question concerne l'audition de François Bayrou hier à propos des violences physiques et sexuelles commises sur des enfants à Bétharram. Pendant plus de 5h30, il était auditionné par Paul Vannier, député insoumis, et Violette Spilbout, sa co-rapportrice, et il a fait le choix pendant plus de 5h30 de ne pas répondre, avec une stratégie de digression, une stratégie de calomnie, d'agressivité, de désinformation, de non-réponse, de mensonge, avec à la clé une confirmation qu'il a bel et bien menti devant l'Assemblée nationale et devant les victimes lors de sa réponse notamment au député Paul Vannier le 11 février lorsqu'il était interrogé sur sa connaissance ou non des violences commises à Bétharram. Que dit cette situation d'un Premier ministre de la France par usurpation qui refuse de répondre et qui s'adonne à de telles stratégies de calomnie à propos de faits aussi graves? Que dit cette situation de la 5e République finalement? Bien, je pense que ce que tout le monde a pu voir, écouter, il y a beaucoup de monde d'ailleurs à avoir suivi cette commission d'enquête parlementaire, ce qui montre qu'elle est d'intérêt public, elle l'est pour les victimes, elle l'est plus généralement d'ailleurs pour le pays, qui se demande effectivement ce qui a pu se passer, pourquoi cela a pu se passer, pourquoi rien n'a été fait et quelles sont les responsabilités, parce qu'il faut rappeler que bien des personnes sont auditionnées dans le cadre de cette commission d'enquête qui est remarquablement menée par Paul Vannier et Violette Spilbout et qui, d'une certaine manière, fait honneur à la démocratie parlementaire. C'est-à-dire que là, on a des députés qui sont au travail, qui étudient précisément le dossier, qui essayent d'établir pourquoi rien n'a été fait alors que tant d'alertes étaient lancées et que tant de faits graves étaient avérés. Pour ce qui est de François Bayrou lui-même, moi je pense que tous celles qui ont pu l'écouter ont dû constater un mélange assez terrible d'arrogance et de désinvolture. Parce que dans sa manière d'attaquer directement la commission elle-même, comme si elle était responsable de la situation, alors qu'en réalité elle cherche à faire la lumière sur un sujet de préoccupation publique, il a montré une forme d'irrespect des institutions, que, comme tu l'as rappelé, sa propre nomination incarne aussi, puisqu'il n'incarne en aucune façon une majorité dans le pays, cet homme-là. Et ensuite une désinvolture. À la fois dans la condamnation, dans l'accusation, dans la délégitimation de la lanceuse d'alerte Françoise Gouloun, ouais, tout à fait, qui était professeur de mathématiques, qui a eu le courage de s'exprimer dès les années 90 sur ce qui se passait dans cet établissement, et que François Bayrou a déconsidéré absolument, et puis de désinvolture sur la question centrale, à savoir comment pouvons-nous vivre dans une société où il y a tant de violence contre les enfants ? Et lorsqu'il dit que la claque, une fois il avait émise à un jeune devant caméra, était légitime, qu'elle relevait d'une forme de violence éducative ou des propos ahurissants, il fait preuve d'une désinvolture et je crois d'une irresponsabilité très très grave, parce qu'il est Premier ministre. Parce que lorsqu'il parle, il dit aussi des choses à l'ensemble du pays. Et il est impossible de laisser passer quelque forme de tolérance que ce soit à l'égard des violences commises contre les enfants. Et par rapport à cette forme d'irrespect des institutions, il y a aussi un événement qui s'est déroulé cette semaine. Il y a l'intervention d'Emmanuel Macron à la télévision pendant plus de 3 heures à une heure de grande écoute, où on s'est rendu compte, et tous les commentateurs sont unanimes sur ce sujet, c'était une forme de vide intersidéral, et même des macronistes haut gradés se sont offusqués finalement d'avoir aucun contenu annoncé ou d'avoir une intervention si faible. Et dans ce contexte, il y a une proposition qui monte
dans le pays, il y a la proposition du référendum d'initiative citoyenne, notamment du référendum révocatoire, parce qu'on est face à deux personnalités qui, tu l'as rappelé, qui nient le résultat des élections et qui en plus enchaînent des scandales, des formes d'irrespect de la volonté populaire. Donc je ne vais pas citer tous les sujets, on pourra y revenir. Mais donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette proposition de RIC, notamment de référendum révocatoire ? Oui, tout à fait, mais peut-être en commençant par revenir sur cette allocution et en général sur les formes que prennent les allocutions présidentielles sous Emmanuel Macron. Déjà, rappelons l'allocution présidentielle en elle-même, c'est une forme très monarchique, très 5e République, c'est-à-dire d'un coup, le président arrive et puis s'adresse à l'ensemble des Français, ce qui peut marquer un changement de cap politique, ce qui peut marquer une décision très grave, sont des moments qui, dans la pratique de la 5e République, sont normalement empreints d'une forme de grande solennité et qui renvoient à l'idée que le président ayant décidé de s'adresser à l'ensemble des Français, il a quelque chose à dire. Et si on revient au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il faut se rappeler qu'il défendait, et il le disait lui-même, une pratique jupitérienne du pouvoir, ce qui était quand même grave. Enfin, faut quand même avoir du culot, et puis un culot très problématique sur le plan démocratique pour se comparer à un dieu grec, quoi. Et bon, c'était quoi son idée de Jupiter ? C'était Jupiter, il est au sommet de l'Olympe. Il reste, il parle pas, il n'intervient pas comme ça constamment dans le débat public. Et là, au moins depuis la crise du Covid, il est en permanence en train de nous parler. Et moi, je vois, lorsqu'il fait ça, il y a toujours ce petite rumeur de presse, parce qu'il y a un esprit de cour qui caractérise nos institutions. C'est qu'est-ce que le président va dire ? Attention. Alors voilà, il y a des journalistes qui disent mais peut-être qu'il va dire ça, peut-être qu'il va dire ça. Bon. Donc ça crée une attente quelque part, parce qu'à la fin, on se dit, là, il avait parlé, je crois, il y a 1 mois et demi. Et il y a 1 mois et demi, c'était sur les questions des relations internationales, questions de guerre et de paix. Il y avait aussi une inquiétude sur le niveau auquel la France allait s'engager, notamment dans le conflit russo-ukrainien. Je note d'ailleurs que sur le conflit russo-ukrainien, lors de son interview qu'il a donnée cette semaine, il a rejoint très largement les positions que nous défendons depuis 2022 et pour lesquelles nous avons été traînés dans la boue. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui montre aussi que notre constance politique paye et que surtout elle est assise sur des convictions de fond et des analyses de la situation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, il se disait partout dans la presse qu'il allait annoncer un référendum. Ce qui était sa manière de continuer à intervenir dans le débat public, de dire voilà, maintenant on va discuter de ça, depuis l'Élysée, je saute par-dessus le gouvernement et l'Assemblée, et dans une forme de gestion un peu bonapartiste du pouvoir, quoi. Et puis à la fin, rien. Il n'y a même pas un référendum qui est annoncé. Il dit qu'il n'en fera certainement pas un sur les retraites. Et dans l'ensemble de cette émission, il y avait un caractère obstiné, qui était évident. Il n'arrêtait pas de revenir sur tout ce qu'il avait fait en disant que c'était génial, que tout allait bien, alors qu'il ne cesse de perdre les élections, c'est-à-dire le moment où il est confronté aux faits, c'est-à-dire l'expression de la volonté populaire. Les dernières législatives, il a perdu, celles d'avant, il les avait perdues, les européennes, il a perdu également, et il fait comme si de rien n'était. Il ne tire aucune leçon politique de cela, et il dit que sa politique fonctionne parfaitement. Et finalement, effectivement, on se dit, mais dans quelle situation place-t-il le pays ? Dans une situation de blocage total. C'est lui qui a refusé de mettre la gauche au pouvoir après la victoire du nouveau Front populaire aux élections. C'est lui qui est responsable aussi de la politique économique chaotique qui, là, aujourd'hui, voit énormément d'emplois industriels être détruits et nous voit aussi privés d'une part de notre souveraineté industrielle, ce qui est très, très, très problématique. Et donc, sa responsabilité, finalement, n'est jamais interrogé. Parce que c'est ça la 5e République. Le président peut faire ce qu'il veut. Personne ne peut, quelque part, le renvoyer chez lui. Donc c'est pour ça que, tu en parlais, on est pour le référendum révocatoire. S'il y avait cette disposition, le référendum révocatoire, aujourd'hui, il y a de très fortes chances de penser que depuis 2022, il y aurait eu suffisamment de signatures pour déclencher un référendum révocatoire et il aurait été renvoyé à la maison et on aurait eu de nouvelles élections avec un débat. Parce que je veux rappeler quand même qu'en 2022, l'élection présidentielle s'est jouée avec Macron qui a fait comme si le premier tour n'existait pas.
comme s'il n'y avait pas besoin d'avoir un débat sur les orientations politiques générales du pays. Et c'est aussi à partir de cette situation-là qu'on se retrouve dans la situation de crise politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, s'il y a un débat à avoir sur les référendums, puisque c'est ça dont il voulait parler a priori, et finalement, non, il dit qu'il en fera peut-être un. Alors, non, c'est pire que ça. Il dit qu'il en fera peut-être un sur la fin de vie, s'il y a un blocage à l'Assemblée au moment où on en discute. Mais je veux dire, le président de la République sort complètement de ses attributions. Il n'y a aucune raison à ce stade de penser qu'il y a un blocage parlementaire sur la fin de vie. Et le président n'a pas à mettre de la pression sur le débat et les décisions parlementaires. Et en plus, là, le texte qui est en présence est le fruit déjà d'un gros travail parlementaire, de discussion entre le groupe, etc., qui précisément permet de délibérer et d'aller vers des formes de consensus. Donc, franchement, ça c'est ni fait ni à faire. Et bien entendu, sur la question du référendum, s'il veut poser une question, il a qu'à poser celle, tu parlais de la pétition qu'on fait sur l'Assemblée constituante, qu'on a déposée à Mathilde Panot, il a qu'à poser la question qu'il y a dans cette pétition. Êtes-vous favorable à la convocation d'une Assemblée constituante pour passer la 6e République ? Voilà une manière de sortir par le haut aussi de la situation de crise politique dans laquelle il a placé le pays. La 6e République, en fait, aujourd'hui, c'est pas le saut dans l'inconnu ou je ne sais quoi, c'est renouer avec la démocratie et c'est renouer aussi avec une forme de stabilité où les demandes sociales peuvent être prises en compte par les institutions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus sur l'Assemblée constituante, sur en quoi c'est un outil pour que les citoyens reprennent en main, décident par eux-mêmes des règles du jeu pour le pays? C'est décisif parce que l'idée de 6e République, elle circule essentiellement à gauche depuis le début de la 5e République en fait, parce que la gauche était, sauf le CFIO, le PS de l'époque, mais sinon la gauche était contre la 5e République parce qu'on voyait bien les dangers de confier autant de pouvoir au président de la République et les dangers du pouvoir personnel, notamment la figure de Pierre Mendès France d'ailleurs, qui était vraiment un des plus grands opposants à la constitution de la 5e République. Et si on dit nous qu'il faut une constituante, c'est parce qu'il y a plusieurs formes aussi d'imaginer un passage à la 6e République. Par exemple, à un moment donné, Arnaud Montebourg proposait qu'on passe à la 6e République sur la base d'une nouvelle constitution qui serait directement soumise aux Français pour qu'ils votent. Mais nous, ça nous pose problème, parce qu'on se dit, qui l'écrit cette constitution ? Qui a la légitimité, quelque part, de réécrire la constitution un peu tout seul dans son coin en disant, hop, on a un nouveau texte, il est super. Nous, on croit beaucoup en l'intelligence collective, dans l'exercice concret de la souveraineté populaire. Et on s'inscrit en cela dans la tradition républicaine de long terme. Le 9 juillet, par exemple, le 9 juillet au moment de la Révolution française, c'est la première assemblée constituante. La Convention se transforme en constituante. Et ensuite, il y a une série de constituantes jusqu'à celle de la 4e République qui donne lieu à la Constitution de la 4e République. Donc, on l'a beaucoup pratiqué dans le pays. Ça permet de discuter entre forces politiques du nouveau régime, des nouveaux contours de la démocratie dans le pays, mais ça permet aussi, et ça je pense que c'est décisif dans l'implication des citoyens, de créer un droit de pétition, d'avoir des comités constituants partout dans le pays, ce qui prend à la fois la forme de doléances, de réclamations évidemment, mais aussi de propositions concrètes sur ce que l'on souhaite voir inscrit dans la nouvelle constitution. Donc vraiment, l'idée c'est que tous ensemble comme pays, on se dise en fait dans quoi on se projette, avec quels outils démocratiques on va désormais gouverner le pays, mais aussi en fait les différents échelons. Là, les municipales arrivent, il faut quand même se rendre compte de la situation dans les municipales, c'est que je le dis, ça peut sembler comme ça, vu de loin, un peu technique, mais en fait c'est assez simple. C'est le mode de scrutin pour les municipales, il est censé être proportionnel. Donc il devrait y avoir une représentation dans les conseils municipaux à peu près équivalente au vote des gens. Mais la force arrivée en tête a une prime majoritaire de 50%. Et donc, ayant une prime majoritaire de 50%, déjà, elle a la moitié du conseil municipal. Donc après, le reste est réparti à la proportionnelle. Mais ça fausse tout. Et ça produit le même effet qu'au sommet, la concentration dans le pouvoir exécutif. C'est-à-dire que dans les communes, c'est le maire qui a le pouvoir. Et ça brutalise, bien sûr, tous les citoyens qui se sont exprimés pour dessiner un autre chemin. Donc c'est un outil, finalement, qui écrase
complètement. la volonté populaire. Oui, complètement, et qui décourage presque les initiatives citoyennes concrètes, locales, etc. Et justement, le processus de formation de la 6ème République lui-même, il doit encourager en fait à ce que la formation de ces comités constituants qui auront droit de pétition et droit d'interpellation de l'Assemblée constituante, eh bien, encourage ensuite à ce que ces comités-là, ces cercles-là continuent à exister pour proposer des choses là où ils sont. Et tu as cité des exemples historiques, mais est-ce qu'il y a des exemples à l'international, plus récents, d'assemblées constituantes, et comment ils fonctionnent? Oui, alors il y a eu le cas de l'Islande à un moment donné, c'était il y a une dizaine d'années. Plus récemment, il y a eu le Chili. Alors le Chili, c'est un exemple dont il faut qu'on tire des leçons aussi, parce que c'est une force de gauche qui n'était pas la gauche social-démocrate qui arrive au pouvoir, qui a gouverné. Après, de la droite a cédé sur la revendication du mouvement social d'obtenir une constituante. Par parenthèse, c'est aussi un autre des enjeux de notre campagne sur la 6ème République, c'est que ce mot d'ordre pour la 6ème République et la constituante soit approprié par les associations, par les syndicats, parce qu'à la fin, en fait, tout le monde est perdant dans le fait qu'il y a des attaques concentrées sur la démocratie et la volonté populaire aujourd'hui. Donc il faut vraiment tenir à ça. Et donc au Chili, on se trouve dans cette situation-là. Et il me semble qu'il y a eu une erreur stratégique assez fondamentale du président élu chilien Gabriel Boric, c'est de dire moi la constituante je ne m'en mêlerai pas. Je ne dirai rien de ce que je pense sur ses travaux, etc. Et faisant cela, il a sous-estimé le fait que les médias, détenus là-bas comme ici par des milliardaires, ont passé leur temps à pourrir la constituante, à dire que c'était un ramassis de gauchistes, que c'était affreux, à agiter les peurs. Mais comme on voit ici se développer de plus en plus une forme de furie de l'extrême droite et de la droite radicale contre des idées de délibération démocratique et de discussion les plus normales. Et là, il s'est passé ça, et je pense qu'il a été trop en retrait. Ce qui s'est trouvé que la constituante a été très attaquée, le texte a été présenté comme une sorte de folie incroyable, alors qu'il accordait de nouveaux droits. Il allait certes assez loin sur un certain nombre de sujets, il était peut-être trop détaillé, on peut faire toutes les critiques qu'on veut. Toujours est-il qu'il a été rejeté à ce moment-là par les citoyens. Et ensuite, c'est la droite qui a proposé une autre instance, qui a proposé une nouvelle constitution, très à droite, plus à droite que celle qu'il y a là, et elle a été rejetée de nouveau. Et c'était aussi un des problèmes de la constituante chilienne, c'est qu'elle ne prévoyait pas son statut en cas de rejet par le référendum. Mais nous, on a un précédent historique. Après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a la constituante pour préparer la 4ème République. Et la constituante, c'était prévu, et ça sera prévu pour la nôtre aussi, s'il y a un rejet par référendum, elle se remet au travail. Et elle propose un nouveau texte. Et c'est ce qui s'est produit en 1946. Oui. Tout à fait, il y a eu d'abord un vote négatif, puis un vote positif sur un autre texte. Donc voilà, c'est normal que ça soit compliqué parfois de trouver les équilibres politiques là-dessus. Mais en tout cas, non seulement c'est possible de le faire, mais en démocratie, c'est nécessaire qu'on réaffirme clairement que le peuple est le détenteur de la souveraineté populaire, que les citoyens doivent s'emparer du pouvoir. Et qu'en fait, ce qui est en jeu dans ce projet de constituante, c'est la formation d'une culture démocratique. Et la culture démocratique, c'est le cœur de notre idée de 6ème République. On ne peut pas dire tout le temps, donc si ou ça va pas, etc. Mais bon, ils vont s'en occuper, ou alors ils s'en occupent mal. Non. Là, l'idée, c'est de créer une nouvelle culture, à la fois dans les entreprises, à la fois dans les services publics, partout dans le pays. Moi, d'ailleurs, qu'on ouvre aussi le débat sur l'école, et le collège, et l'université, etc., qui a le pouvoir partout. Et qu'on s'habitue à ce que ceux qui aient le pouvoir, ça soit dans l'essentiel des personnes qui sont impliquées dans les sujets en question. C'est les étudiants, les profs à l'université, les personnels, pareil pour l'hôpital, qu'il y ait plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises. Tout ça, c'est très concret en fait. C'est qui décide dans notre société et comment on arrive à créer une culture démocratique. Et tu as cité, je rebondis sur l'un de tes propos par rapport aux attaques médiatico-politiques au Chili contre l'Assemblée constituante. Et comme en France, il y a ce problème de la concentration médiatique avec des abus à répétition, des attaques à répétition contre justement les partisans d'un changement de régime pour une 6ème République, mais également tous ceux et celles qui veulent faire entendre une autre voix, comme en France
les militants pour la paix en Palestine. Ils sont calomniés du matin au soir, notamment les Insoumis, pour simplement protester contre le génocide à Gaza. Et c'est qu'un exemple, parce qu'on sait que règne sur les plateaux à la fois le racisme, l'islamophobie, une rubrique anti-LFI permanente. On sait que 9 milliardaires concentrent 90% des médias dans leur portefeuille d'action. Et on a ce problème justement de concentration médiatique qui est un obstacle à ce que le peuple soit maître des règles du jeu et que la souveraineté populaire soit respectée. Donc comment faire pour lutter contre cette concentration médiatique? Comment une 6ème République pourrait mettre fin à ce système médiatique et à tous les abus qu'il emporte avec lui? Est-ce qu'il y a déjà des pistes, des solutions? Oui, alors tout à fait, c'est une question absolument centrale. Elle est centrale et effectivement, dans le programme de l'avenir en commun, il est tout à fait prévu de faire une loi pour garantir le pluralisme du monde médiatique et séparer l'argent, le pouvoir de l'argent du pouvoir de la presse, parce que c'est aussi ça qui garantit que ce soit vraiment un contre-pouvoir, parce que ça, on l'a appris à l'école, au collège, etc. On dit c'est le 5e, ouais c'est ça, 5e pouvoir, ça, c'est le pouvoir médiatique. Et donc ça serait censé équilibrer tout ça. Mais aujourd'hui, parfois, ça fait surtout caisse de résonance du gouvernement. On parlait tout à l'heure de la commission d'enquête de Paul Vanier et Violence Spilbou avec Bayrou, etc. Mais enfin, la lecture médiatique, elle est... Exactement. Oh, ils ont été durs avec le Premier ministre, mais le pauvre, on rêve. Et en disant, oui, il faut pas... L'objectif des victimes dit qu'il ne faut pas personnaliser la question. Mais oui, très bien, Paul Vanier et Violence Spilbou sont d'accord avec ça. Et d'ailleurs, le collectif des victimes a aussi dit qu'il faisait un travail très pertinent. Mais ça, par contre, on ne va pas l'entendre forcément sur France Inter ou autre. Bon, parce qu'il y a le problème des médias privés détenus par les milliardaires et il y a le problème de l'audiovisuel public dont les patrons sont nommés par le président de la République. Là aussi, c'est un fait de la Ve République. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les milliardaires, tous de droite. Je veux dire, enfin, moi je crois pas au milliardaire sauveur qui va dire ah ouais non, moi je suis de gauche, machin. Ça reste un milliardaire. C'est pas, je veux dire, je les mets pas en cause en tant qu'humain, mais bon, ils ont des intérêts dans la société. Et quand on a accumulé autant de richesses, eh bien on a tendance à vouloir garder et ses richesses et le pouvoir que supposent ces richesses. Et ça, c'est une question démocratique fondamentale. La question du partage des richesses et en fait de la baisse des plus gros patrimoines. Et une question démocratique, parce que certains ont trop d'argent, et ce trop d'argent leur permet d'avoir trop d'influence dans la sphère politique. Et effectivement, c'est le cas des médias. Dans le cadre de la commission d'enquête là, sur l'organisation des élections en France que rapporte Antoine Léaumont, c'est celle de la France Insoumise, on a auditionné le projet Périclès. Alors là, Pierre-Édouard Stérin, le milliardaire, a refusé de se rendre, mais il y avait son commis, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était là la semaine d'avant. Alors un type d'une arrogance formidable, qui vraiment, suintait le mépris, c'était assez grandiose. Bon. Et ce gars dit oui, nous on est pour des initiatives citoyennes, etc. Alors voilà, donc ces initiatives citoyennes, c'est lutter contre l'immigration, financer des gens qui racontent des trucs atroces, en disant qu'il faut arrêter l'immigration, dire qu'il y a la théorie du genre qui envahit partout. Enfin, c'est relayer les thèses de l'extrême droite pour que l'extrême droite gagne les élections. Donc je veux dire, ces gens-là ont un projet politique, ils mettent leur argent au service de leur projet politique et ils minent la démocratie. Il y a déjà des textes de Machiavel, dont ça fait 5 siècles, qui dit s'il y a des intérêts privés qui sont trop puissants, ça mine l'intérêt collectif, parce qu'eux, ils vont tellement vouloir conserver leur pouvoir et imposer leur vue qu'il n'y aura plus d'intérêt général et de vue collective. Donc vraiment, la 6ème République, là aussi, a un aspect très concret, un aspect en fait de déverrouillage du système de pouvoir qui aujourd'hui semble absolument bloqué, à tel point que si on prend l'exemple effectivement de tout ce qu'on se prend dans les médias, mais il y a des gens qui, par exemple, je sais pas, mais moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui ont toujours voté à gauche parce que voilà, ils pensent que le partage c'est important, que penser à l'autre c'est important, et ils allument la télé et puis ils se prennent tout ça. Mais déjà, c'est une incompréhension. Et pourquoi, en fait, pensant ce que je pense, on me conspue généralement dans les médias. C'est pas que nous qui sommes attaqués. C'est l'ensemble des personnes qui partagent basiquement nos idées et qui ne comprennent pas et qui sentent une injustice profonde que je partage. Pourquoi l'extrême droite est banalisée alors qu'une gauche
de rupture, moi je dirais presque un réformisme conséquent, ce qu'on appelle la révolution citoyenne, elle est traînée dans la boue en permanence. Et ça, c'est un problème qui est majeur, et qui effectivement est majeur également pour les personnes racisées qui se font traîner dans la boue en permanence. Je veux dire, la question du soutien, ça c'est quelque chose moi, qui me bouleverse, tu vois, d'entendre à longueur d'antenne que le fait que nous défendons un cessez-le-feu et que cesse le génocide à Gaza est considéré par certains éditocrates comme un moyen d'obtenir un vote communautaire, mais c'est gravissime. Je veux dire, là aussi, tout ce qu'on nous a appris à l'école, c'est que le droit international, on le respecte, que les êtres humains, ils sont égaux entre eux, et il n'y a même pas besoin d'être allé à l'école pour savoir qu'on ne massacre pas des enfants comme on en massacre là. Et c'est du racisme inversé total, c'est-à-dire que la France insoumise ferait des clins d'œil aux banlieues populaires, qui seraient, elles, antisémites, et donc c'est en plus une forme de racisme c'est terrible. Crasseux, islamophobe. De partout. Je veux dire, c'est quelque chose qui déborde d'une certaine façon, et il faut quand même s'imaginer, même sur le plan démocratique, le Rassemblement national a été battu sèchement la dernière fois au deuxième tour des législatives, et on se retrouve avec quelqu'un qui parle comme eux, qui partage leurs vues politiques, qui essaye de les mettre en place au ministère de l'Intérieur. Mais c'est d'une gravité démocratique terrible. C'est une trahison de ce que les électeurs voulaient mettre en place au soir du second tour en juillet dernier. Donc ça, c'est assez terrible. Et en plus, tout ça s'accompagne d'une forme de litanie perpétuelle. Moi, ça fait j'ai un peu plus de 30 ans, mais je sais pas, moi, quand j'avais 13-14 ans, je commençais à m'intéresser à la politique. D'ailleurs, c'est le moment où il y avait le référendum contre la Constitution européenne. On a voté contre, voilà, c'est 20 ans, ça fait 20 ans. Et ensuite, déjà, ça c'est une faille majeure dans la démocratie française. C'est qu'ensuite, Hollande et Sarkozy se sont assis sur ce vote-là et ont intégré toutes les dispositions dans un nouveau traité, voilà, qui est en gros la concurrence libre et non faussée. Si vous vous demandez pourquoi, par exemple, on s'inflige des trains pourris, du genre les Ouigo, là, c'est ça ? Oui. Alors, qui sont moins chers, hein, mais alors des trains où il n'y a même pas d'accoudoir et qui a 3 places à un endroit, c'est le produit de Hollande et Sarkozy qui nous foutent le texte que les gens avaient rejeté par référendum. Ensuite, c'est la libéralisation du rail, etc. Et donc, ça fait ici la situation invraisemblable où la SNCF se met en concurrence avec elle-même. Avec des tarifs que plus personne ne comprend, etc. Je dis ça parce que c'est une dimension très concrète. Tout ça pour dire que depuis que je m'intéresse à la politique, j'entends la même chose. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt notre analyse qui l'emporte. Je veux dire, le fait qu'il faut être non aligné parce que les États-Unis, ça part complètement en vrille dans un impérialisme débridé, que la question écologique est la question centrale de la coopération pour les êtres humains, que si on ne partage pas les richesses, la société va être de plus en plus divisée. Je veux dire, ce sont des éléments d'analyse qu'on peut discuter, évidemment, mais qui se vérifient. Et en face de ça, on a le bloc dit central, mais enfin, extrême centre, certains disent, bloc bourgeois, on pourrait dire. Enfin, ces gens-là, qui là se sont maintenus au pouvoir en dépit des élections, eux sont paumés. Ils n'arrivent pas à penser qu'il faut décrocher des États-Unis. En même temps, ils n'ont pas plus que ça, a priori, de sympathie pour Trump, sauf ceux avec qui ils s'allient. Les Retailleau, les Wauquiez et tout, c'est leur rêve, Trump. Et ceux-là, on les a fichus au gouvernement alors qu'ils ont fait 5%. Mais ce bloc bourgeois-là est tétanisé, mais en même temps, ils continuent tous à répéter la même chose. Moi, je veux dire, là, quand je suis arrivé dans l'Assemblée nationale, tu te dis, mais c'est pas possible. La dette, la dette, les enfants vont devoir supporter la dette, etc. Mais ça fait, moi, de 20 ans, mais ça fait plus, sans doute, que la même chose est dite, que leur politique économique ne fonctionne pas. Et qu'en fait, il n'y a même pas de terrain rationnel de débat là-dessus. Parce qu'on pourrait discuter. Pourquoi, effectivement, il y a un endettement croissant ? Alors, l'État a été privé de certaines ressources par ces gens-là. Leur politique économique, elle encourage l'austérité en permanence, donc elle creuse davantage les caisses. Donc on peut faire autrement, a priori. Ce serait l'idée de faire autrement. Et tous les besoins fondamentaux des gens vont dans ce sens-là. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que ça écroule le débat sur lui-même. Je termine avec ce truc-là, mais l'exemple de cette dette, la dette qui va peser sur nos enfants, mais
là, les modes de production actuels sont en train de détruire les conditions d'habitabilité pour qu'on vive juste dans le futur. Et ils sont là, la dette, les marchés, machin. Mais c'est un contresens total de continuer à être ce même disque rayé. Et c'est aussi ça le sens du projet de la 6ème République, c'est on refonde un nouveau contrat politique pour se dire mais dans quelle direction on doit aller ensemble en tant que société. Je veux dire, aujourd'hui, quel est le projet de la société française ? Qu'est-ce qui unit les Français ? Eh ben, moi, je trouve qu'il n'y a pas de ressort. Et il faut trouver ces ressorts-là politiquement. Il faut qu'on arrive à trouver d'une certaine manière des formes de destin commun, de projets communs. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu de la 6ème République, l'enjeu de se projeter dans l'avenir avec à l'esprit cette question centrale de l'écologie qui peut redessiner en fait tous nos modes de vivre et de production. Donc c'est sur cette base-là qu'il faudrait que la discussion parte. Et de ce point de vue-là, je ne sais plus qui disait ça récemment, que tu vois, Alain Duhamel, tiens, qui a débattu avec Jean-Luc Mélenchon, une fois, c'était très intéressant. Et Alain Duhamel dit, en fait, un de vos problèmes, et moi ça c'est quelque chose que je pense depuis un petit moment, un de vos problèmes c'est que les autres bossent pas. Et c'est vrai, même dans nos partenaires, quoi. Je veux dire, on irait programme contre programme, on pourrait négocier un programme d'union, mais ils en ont pas de programme. Donc comment on peut faire sur cette base-là ? On n'est pas candidat pour être candidat, etc. Nous, on est là, on milite pour changer la vie sur des bases qu'on a définies, que effectivement, tout le monde peut bien critiquer, mais au moins qui relève cette idée de se projeter. Ils n'ont ni programme ni stratégie, et on le voit bien aussi au regard des déplacements internationaux des dirigeants insoumis. Jean-Luc Mélenchon, le premier, qui par exemple, quand il arrive au Canada et à New York, fait face à des foules enthousiastes, attentives, parce qu'elles reconnaissent dans la France insoumise une gauche de rupture qui travaille, qui est sérieuse, qui est responsable et qui est prête à gouverner et qui le montre à travers les multiples déplacements internationaux, que ce soit Clémence Guettet à Berlin, en Espagne, enfin les exemples sont légion. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question là-dessus. Tu as parlé de non-alignement, donc c'est la doctrine défendue par la France insoumise qui est défendue depuis 2017 finalement pour ce qui est des relations internationales. Et c'est quelque chose qui est aussi, tu l'as dit, au cœur de la proposition de la 6ème République pour en fait qu'il y ait une autre voie de la France non alignée et qui ne soit pas celle qui aujourd'hui est caractérisée par un homme, Emmanuel Macron, qui décide seul, par exemple, des opérations militaires extérieures, qui, par exemple, lorsque le Canada est menacé d'annexion par Trump, ne trouve aucun mot pour condamner de telles déclarations guerrière et de prédation pure et simple par Trump qui annonce une nouvelle ère d'impérialisme états-unien. Et donc, est-ce que tu peux développer un peu cet angle-là d'autres voies de la France ? Oui, c'est décisif. Effectivement, le contrôle démocratique sur la politique internationale et de défense est absolument décisif. Y compris, moi, je suis élu dans une circonscription qui a une importance stratégique militairement, puisque c'est celle où se trouve l'essentiel de la dissuasion nucléaire française. C'est celle qui est juste en face de l'île Longue. L'île Longue où on a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et y compris moi, pour avoir échangé avec des militaires depuis mon élection, beaucoup me disent qu'un contrôle parlementaire plus fort sur les opérations extérieures serait nécessaire, ne serait-ce que pour évaluer publiquement la stratégie, l'opportunité, la raison en fait de nos interventions. Et cela permettrait en fait de guider d'une certaine manière notre action sur le plan militaire de manière beaucoup plus sereine et de manière beaucoup plus délibérative et démocratique. Donc ça, c'est un enjeu aussi dans le cadre de la 6ème République. Or là, effectivement, on se trouve dans une situation où le président de la République concentre beaucoup de pouvoir et surtout, d'ailleurs, il en fait son domaine réservé, ce qui est une pratique de la 5e République, parce qu'après tout, le Premier ministre a aussi une compétence en la matière. Dans le texte constitutionnel lui-même. Mais si on prend Emmanuel Macron, je veux dire, ça a donné lieu, et là je donne un petit conseil de lecture, c'est L'Emprise de Marc Landevelde, qui était un bouquin remarquable sur la diplomatie erratique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, en fait, il lui arrivait plusieurs fois de dire, mais en très peu de temps d'intervalle, quelque chose puis son contraire. Alors c'est le cas au Liban,
C'est le cas. Alors, dans le cas du conflit israélo-palestinien, là, quand il vient immédiatement, quasiment après le 7 octobre, il dit faut élargir la coalition contre Daesh. Mais c'est la. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Silence gêné. Personne n'a rien dit. Tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et il y a beaucoup d'exemples comme ça dans sa façon de gérer la diplomatie. Donc ça pose effectivement un problème d'ampleur. Enfin, je veux dire, C'est comme la reconnaissance de l'État de Palestine qu'il annonçait comme possible il y a quelques mois, puis après il est revenu dessus. Donc il y a un zigzag permanent qui fait que la France n'a pas une voix forte et respectée à l'international finalement. Mais oui. Comme par exemple là, sur le conflit russo-ukrainien, je disais à un moment, il dit la Russie est une menace existentielle. Donc c'est quand même très fort de la part d'un président de la République de dire ça. Ça suppose une montée en tension très forte. Et là, il dit oui, ce serait bien que dans les négociations, il y ait des garanties de sécurité mutuelle. Il reprend ce qu'il disait avant. Effectivement, c'est ce qui peut permettre quand même, pour le coup, de redescendre et de désescalader. Mais enfin, il y a une tension dans son discours, pour pas dire une contradiction totale d'un moment à l'autre. Et donc ça c'est vraiment un problème. Et ce problème-là, il est d'autant plus aigu que les tensions sont à l'Est, mais elles sont aussi, effectivement, tu l'as dit, avec le Canada, aux États-Unis. Là, je faisais une audition sur la question de l'eau, dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères, et la chercheuse qu'on a auditionnée, qui était québécoise, nous dit, en fait, elle s'appelle Sylvie Patro, et elle nous dit, en fait, Trump vient de dénoncer le traité sur les Grands Lacs, qui date de 1909, qui avait été signé à l'époque avec l'Empire britannique, et donc qui restait. Donc c'est quelque chose qui permettait de gérer à peu près les Grands Lacs, en tout cas sans trop de dégâts. Mais sauf que si tu poses la question des Grands Lacs, tu dénonces le traité, tu poses aussi la question des frontières. Donc là aussi, il y a une mise sous tension de la question internationale, de la question diplomatique. Et donc, l'idée de pouvoir collectivement déterminer la politique internationale de la France, notamment davantage à partir de l'Assemblée, c'est une idée décisive. Moi, je l'ai dit à de nombreuses reprises dans la Commission des Affaires étrangères, il y a eu des moments de notre histoire républicaine où la Commission elle-même s'est saisie de la politique internationale en disant c'est en fait nous qui allons décider des grandes orientations. Moi, je pense, et ça ne dépend que d'une chose, du courage des parlementaires. Parce que les parlementaires n'ont pas de juge. Pourquoi Macron a-t-il pu faire ce qu'il a fait quand il dit finalement non, Lucie Castet non, le Nouveau Front Populaire non, etc. Parce qu'à la fin, en fait, effectivement, nous on considère que c'est contraire à la Constitution, mais qui dans la Ve République à la fin est le juge de la Constitution pour ce qui est des compétences du président de la République, pas le président de la République lui-même. Exactement. Mais sauf que pour les parlementaires, c'est pareil aussi. Donc la question, c'est jusqu'à quel point les parlementaires veulent se faire respecter. Et de ce point de vue-là, le macronisme a été un point de rupture. Il y a toujours eu des tensions entre les parlementaires et leur président ou leur gouvernement. Toujours, parce que c'est pas juste t'occupes pas la même position. Et donc, c'est ce qu'on appelait les frondeurs sous Hollande, etc. Bon. Et même après, même dans la droite, ça c'était peut-être moins visible, mais enfin, ils voulaient faire passer tel amendement, ils négociaient, ils y allaient, Là, c'est 49-3, ils se lèvent, ils applaudissent. Non, mais enfin, le 49-3, c'est quand même le gouvernement qui dit au Parlement, je vous roule dessus. Oui. Et eux, ouais, bravo, on est content. Ça va pas du tout. Donc il faut en fait reprendre à la fois une centralité dans le pouvoir de l'Assemblée et une capacité, comme on disait, le référendum d'initiative citoyenne, d'intervention citoyenne dans les affaires publiques et les affaires communes. Et je rebondis sur ce référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est l'un des nouveaux droits qui pourrait être conquis par la 6ème République. Ouais. Est-ce que tu peux citer d'autres droits comme la reconnaissance du vote blanc, par exemple, ou d'autres mesures qui pourraient voir le jour et permettre l'intervention directe des citoyens, mais plus encore? Tout à fait. Sur le vote blanc, ce qui est décisif dans la perspective avec laquelle on l'aborde, c'est de lier la reconnaissance du vote blanc avec le vote obligatoire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la reconnaissance du vote blanc pour qu'en fait, quand vous votiez blanc, ça soit compté, mais surtout qu'à partir d'un certain seuil, on peut imaginer, moi je sais pas, 35%, s'il y a 35% de vote blanc, les élections doivent se rejouer. Il y a un bouquin comme ça de Saramago, l'écrivain portugais, qui s'appelle La lucidité.
T'as une ville, je le dis parce qu'il est vraiment formidable. La ville décide de voter blanc. Et puis, c'est le drame parce que elle a voté blanc à la majorité. Et donc, elle est mise en état de siège par le gouvernement central. Et les gens ne comprennent pas trop pourquoi. Donc, franchement, je le recommande parce que, effectivement, là aujourd'hui, quel est un des problèmes fondamentaux? C'est quand même aussi la délégitimité, la légitimation et l'absence de légitimité plutôt des institutions. Ils y ont travaillé quand même, à force de ne pas répondre aux demandes sociales des citoyens, à force de piétiner les élections, à force de réprimer les manifs. Au bout d'un moment, la rupture s'élargit, quoi. Donc la reconnaissance du vote blanc, c'est de dire non, ces institutions sont les nôtres, à toutes et tous, et donc, y compris quand on n'est pas satisfait des options qui sont présentées pour une élection, notre voix doit compter. Et ça, c'est vrai que c'est un droit démocratique décisif. Et pourquoi assorti du vote obligatoire ? Parce que le vote obligatoire, ça permet aussi davantage de monde dans la population d'être représenté. Parce que, historiquement, les démocraties représentatives, elles étaient censitaires, c'est-à-dire que c'était des régimes représentatifs où tu pouvais voter que si tu avais du pognon, des terres, etc. Alors au bout d'un moment, ils ont dû lâcher du lest parce que le mouvement ouvrier aussi était très fort. Et donc ils se disaient, si on leur donne le droit de vote, ça va peut-être calmer le jeu. Et ce qui était du coup un moyen aussi, ça faut pas l'oublier historiquement, mais c'était quand même un moyen de repousser le risque d'une prise de pouvoir ouvrier sur l'appareil de production. Mais donc voilà, ils continuent, ils délayent un peu le truc. Donc d'abord les hommes, ensuite le suffrage universel au XXe siècle, tardivement pour la France, en 1944. Et donc on se trouve dans cette situation avec un régime représentatif qui était historiquement censitaire, et en fait qui dans la pratique continue aussi à fonctionner comme ça, parce que ceux qui votent le moins, c'est ceux qui ont le moins d'argent, c'est ceux qui ont le moins de patrimoine, et c'est aussi les plus jeunes d'ailleurs. Alors d'ailleurs ça devrait quand même tous nous faire réfléchir. Si les plus jeunes votent le moins, qu'est-ce que ça veut dire de l'adaptation de nos politiques actuelles par rapport aux perspectives d'avenir? Tu vois, moi ma mamie elle me disait un truc, elle me disait je vote pour toi. Elle pouvait pas voter pour moi au sens strict, oui. J'étais pas candidat ou quoi. Mais c'était en fait, on discute et dis-moi ce qui est le mieux parce que moi en fait, il me reste plus beaucoup de temps à vivre. Et par contre, toi, en fait, la politique qui va être menée, tu vas en être affecté. Donc, je pense que ça c'est un bon modèle. Après, il y a d'autres droits qui peuvent être liés, mais ça c'est un droit démocratique fondamental qui serait inscrit dans la Constitution de la VIe République, avec le droit de révoquer, avec le droit de proposer soi-même des lois, et ce qui serait aussi une rupture quelque part avec la tradition habituelle du régime représentatif. C'est de dire, nous on dit ok, il y a des représentants, c'est utile à la délibération, à comment on forme les politiques publiques, etc. Mais ce qui est utile aussi, c'est que les citoyens interviennent directement dans les affaires publiques. Et là-dessus, on remarque une grave défaillance du gouvernement, notamment dans les campagnes électorales qui ont eu lieu ces dernières années, c'est qu'il n'y a absolument rien qui n'est fait pour inciter les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Et ça rejoint le diagnostic que tu dresses ici, c'est qu'à savoir, le gouvernement compte sur l'abstention des personnes telles que les jeunes ou les personnes qui souffrent le plus de ces politiques pour éviter justement d'avoir à affronter une défaite. Donc ils ne font rien pour les campagnes de listes électorales, donc c'est les insoumis qui eux-mêmes font ce type de campagne d'inscription sur les listes électorales. Et donc comment tu analyses aussi ce genre de mécanisme? Est-ce qu'il y a d'autres... c'est sûr que ça s'inscrit quand même dans une pensée aussi qui est commune, on va dire, au néolibéralisme, à ce que Barbara Stiller, qu'on a aussi fait contribuer dans le cadre de la campagne VIe République, qui appelle le néolibéralisme autoritaire, quoi. C'est il faut quand même, c'est ce que Huntington explique. Alors lui, il a toutes les tares, parce que le type, il théorise le choc des civilisations, du genre c'est la guerre généralisée contre l'islam d'ailleurs, c'est un peu ça le fond de sa thèse. Oui. Et on repart en croisade et compagnie. Il théorise aussi le fait qu'il faut un taux
optimale de participation, ni trop bas, mais ni trop élevé non plus. Faut pas que les gens participent trop, et il le dit même, c'est ce qu'ils appellent l'école élitaire en sciences politiques aux États-Unis. Il dit même, attends, c'est trop élevé, ça veut dire que les gens qui n'ont pas de pognon y vont, et ça déstabilise la démocratie. Ce qui est faux. Ce que ça déstabilise, c'est la concentration du pouvoir et des richesses, ça c'est clair. Mais ça démocratise une société. Et tu as eu plein d'autres études qui ont montré au contraire que les sociétés les plus démocratiques sont celles où le mouvement ouvrier a été le plus structuré, le plus puissant et le plus massif. Pourquoi ? Ben c'est simple, parce qu'à force de grève, à force d'action collective, etc., les gens ont obtenu des droits. Et c'est pour ça que la 6e République, c'est important. Le passage à la 6e République par une constituante, c'est important. Mais ce qui est important, c'est ce dont je parlais au départ, la culture démocratique, de mobilisation collective, de ne pas penser que la fatalité s'abattrait sur nous continuellement, etc. Parce que parfois, pendant des siècles, les sociétés ont vécu comme ça. Ah ben c'est comme ça. Ben non, c'est pas comme ça. Je veux dire, qu'il y ait des enfants qui dans la rue, c'est pas une fatalité. On peut faire autrement. Enfin, c'est vraiment ça. C'est important qu'on garde ça à l'esprit pleinement et entièrement. Donc cette campagne d'inscription sur liste électorale menée nationalement, elle est très importante. Et elle s'articule d'ailleurs avec la 6e République. C'est ce qu'on fait. Et moi, j'ai vu, on l'a fait pas mal à Brest. Et j'invite aussi, s'il y a des sympathisants insoumis qui nous écoutent, à le faire. On fait du porte-à-porte toutes les semaines à Brest, depuis septembre dernier, pour inscrire du monde sur les listes électorales. Et il y a des CERFA qui partent, parce que tout le monde a compris que, d'une certaine manière, le sursaut de juillet, ça impliquait quand même une vigilance continue pour la suite, que tout n'était pas réglé par la victoire au second tour en juillet. Donc tout le monde a bien compris ça. Et moi je dis aussi aux gens qui n'ont pas la nationalité, qui vivent et qui ont le droit de la demander, mais demandez-la. Il faut que tout le monde participe à la décision. Et d'ailleurs Retailleau, lui, durcit les conditions d'obtention à la nationalité. Parce que ils veulent tenir au plus loin, bien sûr, un certain nombre de personnes de la démocratie elle-même. Et ça c'est aussi assez significatif. Mais sur les jeunes, je termine là-dessus, c'est une petite anecdote, il y a quelque chose qui c'est frappant. C'est une illustration un peu de ce que je disais sur... dans le monde de certains néolibéraux, il faut quand même pas trop aller... Enfin, il y a des gens qui votent pas trop. Et dans le mois, quand j'ai gagné contre un député, un candidat RN et un candidat macroniste. Mais le macroniste était député avant moi. Et il dit dans la presse... j'ai compris, quand j'ai vu qu'il y avait autant de jeunes dans les bureaux de vote, j'ai compris que j'allais perdre. C'est terrible comme aveu. Oui. Mais ça, du coup, ça veut dire quoi ? Tu penses qu'en fait, si les jeunes se déplacent, c'est fichu pour ton projet politique. Mais ça interroge quand même un peu sur le rapport entre ce programme politique et puis l'avenir. Comme tu dis, ça illustre la volonté de mise à l'écart d'une partie des populations qui est consciente qu'il faut renverser un ordre dominant. Et donc les dominants, comme le député sortant que tu évoques, sont conscients qu'ils sont menacés par cette population, ces jeunes, la nouvelle France, qui s'investit, et qui par ailleurs, même si Emmanuel Macron a refusé le résultat des élections législatives, continue, tu l'as dit dans les porte-à-porte, continue de se mobiliser à travers les manifestations massives du 22 mars, du 8 mars, du 1er mai. Donc il y a quand même une culture démocratique qui se diffuse dans le pays. Et je crois que c'est aussi le sens d'initiatives qui sont menées dans la campagne insoumise pour la 6e République, à travers des cafés constituants, des meetings, toute une série d'initiatives finalement qui visent à fortifier cette culture démocratique pour changer de régime. Tout à fait. Je vais venir là-dessus, mais en fait, tu as parlé des mobilisations sociales, ça m'a fait penser à, pour moi, ce qui est un événement majeur, c'est la Société des journalistes de France 3, parce qu'on parlait des médias, qui à un moment donné a dit, il y en a ras-le-bol, on nous interdit de faire des sujets positifs sur le 1er mai, enfin positifs, juste ils disent les revendications sans dire la grogne ou je sais pas quoi, juste ces revendications, tu vois, en disant qu'il y avait du monde et tout, ce qui était le cas. Dans le 1er mai, on nous dit de Gaza, faut pas en parler, etc. Et ils ont dit ça suffit, il faut que les journalistes prennent la parole. Et c'est un appel très important parce que ça, c'est décisif pour préserver l'espace démocratique dans le pays. Si les gens ne parlent pas maintenant, dans la situation critique qu'on vit, on va avoir de sérieux problèmes par la suite. Donc, et ça rend les conditions du débat plus difficiles. Et effectivement,
Nous, on essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a comme force politique. Et moi, je suis ravi de cette campagne sur la 6ème République parce qu'elle permet de diffuser très largement le thème. Ça, c'est avec les meetings et les réunions publiques. Les meetings, ils sont très suivis sur les réseaux sociaux. Ceux avec Jean-Luc, bien entendu, mais aussi les autres. Ça a été très vu, enfin très couvert, etc. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et il y a du monde sur place. L'autre jour, j'étais à Edmure-Lévrault à Saint-Brieuc. Ils attendaient 70 personnes, on était 150. Eh bien, c'est pas rien, hors campagne. Alors qu'il n'y a pas de temps électoral. Il y a un intérêt pour cette question-là. Il y a un intérêt pour le changement institutionnel dans le pays. Il y a un intérêt pour reprendre le pouvoir, en fait. Pour dire, en fait, quand même, on est en démocratie, on a le droit de l'exercer. Donc, ce fil-là qu'on prend là, avec les cafés constituants aussi, qui sont des espaces, là, carrément de débat, de discussion, où chacun peut échanger sur ses perspectives sur la 6ème République. Et j'invite là aussi à en organiser le plus possible. Et non seulement là, mais après. Parce que je pense que le mouvement fera d'autres campagnes à la suite, à la rentrée, mais ce fil de la 6ème République, on ne va pas le lâcher. Et déjà, nous, on a des demandes de réunions publiques pour octobre, pour novembre. Donc voilà, je dis, l'année prochaine, on continue. Et puis, la perspective, c'est aussi d'arriver à emporter la présidentielle pour enfin passer à la 6ème République. Je veux dire, la candidature insoumise sera la candidature de la 6ème République. Pierre-Yves, on approche de la fin de l'entretien. J'ai une dernière question pour toi. On a parlé de nouveaux droits tout à l'heure que la 6ème République pourrait permettre de voir le jour. On sait que ces nouveaux droits aujourd'hui ils sont clairement menacés par le gouvernement allié à l'extrême droite, avec notamment l'annonce par Bruno Retailleau récemment de la dissolution de la Jeune Garde et d'Urgence Palestine, une dissolution qui finalement fait que Retailleau réaffirme son soutien à l'extrême droite et à ceux qui trouvent normal le génocide. Et donc, comment la 6ème République elle pourrait protéger ce type d'organisation, et quels autres droits et libertés pourraient voir le jour sous une configuration nouvelle, une nouvelle constitution? D'abord, franchement, tout mon soutien aux organisations qui sont ainsi ciblées pour leur engagement. C'est quand même terrible qu'une organisation antifasciste comme la Jeune Garde se trouve sous le feu de la critique au moment où l'extrême droite monte, par un ministre de l'Intérieur qui, lorsqu'il est interrogé là-dessus à l'Assemblée nationale, ne trouve rien de mieux à dire que d'attaquer encore plus. Et lorsqu'il est interrogé sur les manifestations violentes de groupes néo-nazis, là aussi, saisit cette occasion pour attaquer et s'en prendre à la gauche. C'est terrible, et vraiment, là, c'est quelque chose de consternant sur ce qu'est cet homme et sur ce qu'il incarne. Je veux dire, il incarne le pire de la droite réactionnaire dans ce pays. Et le soutien, évidemment, à ceux qui, parce qu'ils ne refusent absolument de laisser s'accomplir un génocide en se taisant, eh bien, se trouvent là aussi sous le feu de la critique. Je veux dire quand même un mot. Quand on dit, parce qu'il y a des bonnes âmes là qui en ce moment disent « Ah mon Dieu, c'est horrible, Trump s'en prend aux communautés universitaires ». Moi-même, je suis universitaire, je suis postdoc. Enfin, plus maintenant, mais c'est mon boulot, quoi. Mais pourquoi Trump s'en prend-il aux communautés universitaires? Mais parce qu'elles ont laissé la liberté de parole sur la question du génocide à Gaza, aux États-Unis. C'est pour ça qu'il les réprime, et aussi sur la question du changement climatique, mais je veux dire, les étudiants qui sont emprisonnés, etc., sous Trump, c'est pour ça. Donc je veux dire, quand on raconte cette histoire-là en France, il faut la raconter dans son entièreté, et s'interroger sur ce qui se passe aussi ici dans le pays. Donc je veux dire, là même, je vais dire quelque chose sur cette question des libertés publiques. C'est même pas la 6ème République, c'est juste le respect le plus fondamental de la République. Les libertés publiques, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de s'exprimer, de s'organiser, de manifester. Ce sont des libertés fondamentales qui doivent être garanties par toutes les républiques, quelle que soit la Constitution. Et donc évidemment, il faudra mettre en place des dispositifs spécifiques dans la nouvelle Constitution. De ce point de vue-là, on peut imaginer par exemple que, ça me semble quand même un point important, que le procureur soit libéré de la tutelle du ministre de la Justice, parce que c'est quand même un problème assez fort d'avoir le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui bien sûr, peut donner des consignes, notamment il en a donné sur la répression du mouvement en faveur du droit des Palestiniens. Et ça a été condamné par ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme, cette
cette tutelle du ministre de la Justice sur le parquet qui produit des atteintes aux libertés fondamentales. Est-ce que tu as un dernier mot, Pierre-Yves? Juste là-dessus, effectivement, moi je suis quand même stupéfait qu'on se trouve dans une situation où l'Organisation des Nations Unies condamne la France par rapport à son traitement des manifestations, où elle condamne la France par rapport à la liberté des mouvements dans les universités, où la CEDH condamne également la France sur l'état de ses prisons, etc. Et dans l'espace public, ça a l'air de poser question à personne. Mais à un moment donné, là aussi, parce qu'en fait, Trump, c'est l'adversaire où tout le monde se retrouve en se disant « Ah bah oui, non, c'est vrai que c'est horrible ». Mais oui, Trump, c'est horrible, mais c'est horrible sur des contenus politiques. Et ces contenus politiques, il ne faut pas faire semblant qu'ils n'existent pas quand ils sont aussi existants. Alors peut-être, et sans doute même de façon plus modérée ou quelque part, mais déjà en germe ici. Il faut les combattre d'emblée. Et en fait, pour les combattre d'emblée, il faut respecter les institutions internationales. C'est pas le tout de dire Trump s'en prend au multilatéralisme. Dans ce cas, quand l'ONU nous dit quelque chose, on écoute. Et on se dit pas, tiens, c'était normal d'envoyer je ne sais pas combien de grenades lacrymo, je ne sais quoi, au moment des méga bassines. Peut-être qu'il faut juste poser autrement la question de l'eau. Suggestion. Un débat un peu rationnel, etc. Au lieu de... Là, juste petite anecdote là-dessus. On fait une audition, il y a un député RN qui est à l'audition, et puis il dit, finalement, c'est quoi une méga bassine? Une méga bassine, c'est... si l'eau, elle est piégée dedans, quoi. Oui. Elle n'est pas en communication avec le sol. Et du coup, elle ne va pas dans les nappes phréatiques, quoi. Ah ouais. Et tu sentais que ça l'interrogeait quelque part, quoi. Et donc, t'es là, ouais, mais parlons du sujet. On se dit pas, ouais, vive les méga bassines parce que la FNSEA est pour. Ça aussi, c'est un sujet pour la 6ème République. Je veux dire qu'on libère enfin les politiques de l'alimentation de la cogestion et de la FNSEA dans ce pays. Je veux dire, l'ensemble de la Bretagne où je suis élu a été défiguré, presque dévasté par l'élevage intensif. Et non, il faut passer à autre chose maintenant. Et là, c'est tout le temps sur des sujets concrets. C'est peut-être ça le mot de la fin. C'est la 6ème République, elle a une dimension concrète. Moi, ça fait des années que je milite, mais avec tant d'autres, qu'on milite tous ensemble pour la 6ème République. Mais parfois, il y a des gens qui disaient... Ah, mais c'est institutionnel, ça n'intéresse pas les gens, etc., etc. Ah bon? Institutionnel, ça n'intéresse pas les gens, mais la meilleure... Parce que ça, c'était des débats un peu internes à la gauche radicale, on va dire, quoi. Donc non, il faut parler du social, parce que c'est la paye qui intéresse et tout. Mais la meilleure contre-démonstration de ça, ça a été le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont partis d'une question effectivement sociale, sur la question de la fiscalité injuste, sur la question des payes qui n'étaient pas assez élevées, puis au bout... je sais pas moi, de 3 semaines de délibération sur les ronds-points, ils se sont dit, allez, référendum d'initiative citoyenne. Parce que le problème, c'est que le président a le pouvoir, c'est ça. Et que le président est lié aux intérêts des milliardaires, etc. Bon, ils ont tout compris, ils ont administré d'ailleurs, de ce point de vue-là, une leçon à qui pensait que... Parce qu'il y a quand même un fond de mépris de classe là-dedans, quand tu dis, question institutionnelle, c'est compliqué. Non, en démocratie, on a tous le pouvoir. Et ça repose précisément sur ce principe d'égalité entre citoyens. Les militants, et c'est très important de militer, mais les militants, c'est pas des super citoyens. Les élus, c'est pas des super militants ni des super citoyens. On est tous égaux. Et c'est quand même la démarche de la 6ème République, elle est là-dedans, dans la réaffirmation du principe de souveraineté populaire, d'onde de liberté collective, de respect des libertés publiques, d'onde de liberté individuelle, de défense de la République sociale, d'onde de l'idée de fraternité, et puis de défense absolue du principe d'égalité, qui a donc des dimensions socio-économiques et politiques dans l'exercice du pouvoir lui-même. Merci beaucoup Pierre-Yves pour cette magnifique conclusion. Mais merci beaucoup à toi. Je rappelle qu'une pétition circule et est disponible en ligne pour convoquer l'Assemblée constituante. Oui, vous la mettrez peut-être dans On la mettra dans le descriptif de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à tous les canaux de l'Insoumission, que ce soit sur notre chaîne YouTube, TikTok, Instagram, Twitter et bien sûr notre site. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.